Shalom à tous, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel. C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous abordons cette nouvelle émission encore en cette fin de semaine, mes bien-aimés, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique générique, mais qui porte essentiellement sur la question des migrants, avec justement ce qui s'est passé à Calais, cette tragédie humaine. Nous y reviendrons, mes bien-aimés, mais j'espère que ça va de votre côté, que vous avez passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Et même si vous avez des difficultés, même si ça n'a pas été toujours facile, mes bien-aimés, que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous soutienne, vous garde et vous amène sans cesse, ô peuple de Dieu, tout ce qu'il veut vous amener, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler, comme je vous ai dit tantôt, de la question de la migration, de la question de l'étranger, de la dignité également, du respect de ce qu'il est en tant qu'étranger, du statut humain, de l'être humain. Nous allons prendre quelques exemples comme ça. Bien sûr, on s'inspire essentiellement de l'actualité, mais nous allons prendre quelques exemples, mes bien-aimés, afin de continuer de développer sur cette thématique-là. Prions tous sur le Seigneur et demandons-lui l'intelligence pour mener à bien cette émission, peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, ô Dieu, ô Dieu d'amour. Père, que pouvons-nous faire, ô Seigneur? Garde-nous encore et encore dans ta main. Garde-nous encore et encore dans ta paix, Seigneur, sous ta houlette, mon Dieu, mon roi. Nous venons te prier. Nous venons te supplier, Seigneur, de jeter un coup d'œil sur l'humanité, d'enlever et d'arracher dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur, vraiment, le manque de compassion, le manque d'amour. Soutiens les uns et les autres, Seigneur. Ouvre le cœur à l'élargissement. Ouvre le cœur, Seigneur, à l'amour du prochain, à l'amour des autres. Seigneur, nous t'en supplions, oh Dieu, quel qu'il soit étranger, qu'il soit clandestin, sans papier, tous les étiquettes qu'on colle sur leur front, ce sont des êtres humains. Et nous te prions, Seigneur, encore de te révéler avec puissance et intensité. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, de venir encore en découdre, Seigneur, avec toute cette idéologie de mépris, cette idéologie des cœurs non sensibles, Seigneur. Père, aide-nous. Aide cette nation qu'est la France, que tu aimes tant et que tu chéris tant. Bénis-la, Seigneur. Continue de guider ses dirigeants. Continue, Seigneur, de faire en sorte que rien ne puisse se faire dans cette nation à tous les niveaux. Que cela ne soit ta volonté. Et que ta volonté rencontre tes préceptes, Seigneur. Père, ne te fâche pas contre nous. Ne te courrouce pas contre nous, Seigneur. Aide-nous, Père, je t'en supplie. Sors-nous des engrenages. Sors-nous des flèches. Sors-nous, Seigneur, des choses qui nous font tomber et chuter. Renverse, Seigneur, tout ce qui de près ou de loin sera fait contre le peuple français, contre les citoyens français, contre les Africains, contre les citoyens du monde, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Allemands, les Sénégalais, les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, bien sûr, et encore, j'en passe, les Congolais, j'en passe. Tu aimes, Seigneur, de l'Égypte, Seigneur, en Tunisie, en passant au Maroc, l'Algérie, tous ces contrées, la Mauritanie, Seigneur, Israël, bien sûr, Israël, Jérusalem. Seigneur, nous te prions qu'un vent nouveau, un vent de rafraîchissement, Seigneur, se déverse sur toutes les nations. Et Seigneur, aie pitié. Du Cap-Vert en Australie, en passant par l'Inde, Seigneur, jusqu'en Chine, vraiment revisite encore ces nations, Père. Que ta paix et ton amour, et surtout, Seigneur, tes instructions, afin de nous sortir de l'égarement, afin de nous sortir de la méchanceté, afin de nous sortir de la mauvaise voie, afin de nous sortir, Seigneur, des choses qui ne t'honorent point. Ô Jésus, Dieu grand, ô Seigneur, lumière du monde, qui est là pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Seigneur, éclaire-nous davantage. Remplis-nous de toi encore et encore. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu as dans nos vies. Merci Seigneur pour la lutte acharnée que tu as dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur de nous garder continuellement. Merci Seigneur de briller par mille feux encore Seigneur. Merci cette nuit tu as eu la victoire. Tu as eu la victoire Seigneur. Je te bénis, je te loue. Merci pour la délivrance. Merci d'avoir anéanti, détruit Seigneur tout ce qui de près ou de loin pouvait nous nuire. Parce que tu es grand. Majesté suprême, parce que tu es bon. À toi soit la gloire d'éternité en éternité. Oh Yeshua,
Ton nom est magnifique, admirable, conseiller. Seigneur, nous t'en supplions, continue de nous garder, de nous protéger, de nous sanctifier et Seigneur, de nous apaiser aussi. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, oh Dieu merveilleux, oh Seigneur, que pouvons-nous dire, que pouvons-nous faire? Merci pour tout Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés, Amen. Alors, comme je l'ai annoncé, mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité concernant la question des migrants. Et il y a eu de la part de certains candidats à l'élection présidentielle une jeune d'éviter de parler de ce sujet sur leurs différentes, dans leurs différents, à part quand ils intervenaient dans les médias, comme une espèce de honte, surtout les candidats qui étaient assez virulents sur la question de l'immigration. Il y en a qui l'ont fait spontanément, et Dieu les connaît, je ne veux pas les citer. D'autres qui ont été hésitants, ils ont un peu laissé le temps passer, peut-être pour savoir dois-je parler ou pas parler. Et ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a quand même certains partis politiques qui s'étaient déjà donné le droit de ne pas s'émouvoir. C'est pour ça que j'ai parlé, y a-t-il des différents morts? On voit souvent les marches blanches, même pour les simples, je ne veux pas dire les simples morts, mais toute mort fait mal. Mais il y a souvent des marches blanches qui sont organisées pour les victimes, etc. Même quand c'est une seule personne, même quand c'est deux personnes. À plus forte raison, mais bien aimé, pour 27 personnes qui périssent comme ça, dont 3 enfants. Dont 3 enfants. Donc, c'est bien pour les autorités qui se sont déplacées sur les sites et tout. Je veux simplement dire que tout citoyen, tout être humain a le droit à la dignité. C'est très important. Nous avons dans ce monde l'amour des animaux qui n'ont pas de papier. Un animal n'a pas de visa, il n'a pas de... Quoique certains veulent transformer encore et encore le droit juridique des animaux pour leur donner aussi un droit humain. D'ailleurs, la sœur Célestine avait fait une émission portant justement sur les défenseurs de la cause animale, etc. Et bien aimé. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce monde occidental a plus de l'affection pour des animaux que véritablement pour des étrangers. Ça, je le dis, mes bien-aimés. J'ai bien dit étrangers. Alors, parce que dans l'émission qu'elle avait fait, c'est quelqu'un qui se retrouvait face à un ours, c'était sa vie ou la sienne, et voilà, mais ça suscitait quand même que les enquêtes soient menées pour savoir exactement dans quelles circonstances il a dû tirer son arme, etc. Donc, il faut, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre que aucune race animale, au sens normal du terme, n'est supérieure à la race humaine. Quels que soient les peuples venus d'ailleurs, une personne ne se distingue pas par rapport à sa citoyenneté. Une personne se distingue avec l'autre par rapport à si tu es une femme, tu es un homme, et sans discrimination bien sûr. Quelle est ton origine? Moi je suis de telle origine. C'est comme ça qu'il faut voir la relation qu'on doit avoir avec l'humanité. C'est une relation qui doit être, je ne sais pas, remplie d'amour, mes bien-aimés. Oui, à chaque chose, on va taper sur les gens, les passeurs, les passeurs, les passeurs. Les passeurs, c'est quoi? Les passeurs, ils opèrent comment? Ils sont si, c'est difficile de les attraper et d'empêcher. Bien-aimés, comment des êtres, des adultes, peuvent franchir, courir le risque de mourir en mer pour aller de l'autre côté où ils espèrent un avenir meilleur, sans qu'on ne s'interroge pas, même de là où ils fuient, sur les politiques liées à l'immigration. Pourquoi ne veulent-ils pas rester en France? Pourquoi? Pourquoi préfèrent-ils? Sommes-nous sûrs que c'est les personnes qui viennent d'arriver ou ce sont des personnes qui ont été déboutées dans la plupart des préfectures, dont on n'a jamais régularisé leur titre, je ne sais pas quoi, les différentes demandes d'asile peut-être qui ont été rejetées, ou des personnes qui ont compris qu'elles n'avaient pas. Peut-être il y a des nouvelles personnes, mais l'autre aussi n'est pas exclu. Dans tous les cas, quelle qu'elle soit, quand il y a une tragédie comme ça mérite qu'on s'y intéresse un peu. Moi, j'aurais même pensé que le président de la République se déplacerait là-bas. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais aux dernières nouvelles, il me semble que c'était son ministre de l'Intérieur qui avait très bien fait. J'aurais aussi souhaité, ça je le dis clairement, je ne sais pas si le président de la région Hauts-de-France l'a fait, mais j'aurais aimé qu'il soit parmi les premiers
Quand le président de la République se déplaçait un peu ci et là, il semblait être toujours présent. Mais j'aurais aimé qu'il soit aussi parmi les premiers à aller sur les lieux. C'est vrai, ce sont eux qui sont là sur le terrain avec la maire de Calais, mais il y a aussi des gestes qui sont assez marquants. Lorsqu'on compatit, on ne compatit pas seulement sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télé, on ne compatit pas seulement parce qu'on multiplie les campagnes, mais il y a des moments où on arrête toute chose. Vous savez, il y avait des périodes qu'on disait même dans la guerre, il y avait des journées d'armistice comme ça, les petites choses qu'on pouvait suspendre un peu le conflit et ne serait-ce qu'accorder un peu de réflexion sur la question même des migrants. Alors, pour faire cette émission n'est que le prolongement d'une émission que j'avais l'intention de faire. J'avais l'intention de faire une émission sur les murs, en fait, les murs par rapport aux frontières. J'ai pris deux exemples, celui de Donald Trump qu'il avait construit par rapport à la frontière mexicaine et celui que le gouvernement polonais veut construire dès décembre 2021 pour empêcher que les migrants rentrent sur son territoire. Alors, c'était juste un comparatif des deux murs. Revenons sur M. Donald Trump, qui était le précédent président des États-Unis. Alors, dans son programme politique, je dis bien dans son programme politique, avant qu'il ne soit élu, il avait fait campagne sur la construction des murs d'environ 727 kilomètres entre l'Amérique et le Mexique pour contrer, je dis bien pour contrer, selon lui, l'envahissement des migrants mexicains vers la frontière américaine et tout. Il avait chiffré le coût de son mur environ 4 milliards de dollars d'abord, puis 10 milliards, ensuite 12 milliards, et finalement, d'après la presse, je ne sais pas, comme je sais aussi que les presses mentent beaucoup, d'après la presse, cela a été chiffré à 15 milliards de dollars. Et 5 milliards donc devraient être financés par le Congrès et 10 milliards par le Pentagone. Ça, c'est la promesse de Donald Trump. Mais est-ce que c'est juste une promesse qu'il n'a pas tenue? Il a tenu en partie, puisque les travaux apparemment auraient débuté en 2019. Et qu'il y avait une construction, je crois, d'au moins 400 et quelques, peut-être à la fin, jusqu'à la fin de son mandat, kilomètres, hein, jusqu'à la fin de son mandat. Ça, c'est pour le cas de l'Amérique. Récemment, suite à on va dire, l'arrivée des migrants au niveau de la frontière polonaise avec la Biélorussie, qui s'étend sur près de 400 kilomètres, la Pologne a donc décidé de lutter contre cette passoire en projetant de construire un mur le long de toute la frontière avec la Biélorussie pour empêcher que les migrants qui sont actuellement massés au bord de la frontière, parce qu'ils désirent aller en Allemagne. On a deux cas de figure. Des migrants massés, pour le cas de la France et le Royaume-Uni. Les migrants massés à la frontière entre la France et le Royaume-Uni, mais sauf qu'il y a l'eau qui les sépare, donc c'est une frontière maritime, qui est différente de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ces migrants ne veulent rien à faire avec la France et veulent simplement aller au Royaume-Uni. De l'autre côté, on a des migrants venant de tous les pays, massés à la frontière de la Biélorussie et la Pologne, qui ne veulent rien avoir à faire en Pologne, mais veulent continuer en Allemagne. C'est assez instructif hein, comme politique d'immigration menée donc par ces deux pays, que ce soit l'Allemagne ou alors le Royaume-Uni. Alors, de quoi s'agit-il? On a donc ce pays qui déjà avait déclaré assez récemment, et ça avait fait un tollé médiatique, que les lois de la Pologne revendiquait sa souveraineté en matière de législation et que ces lois étaient au-dessus de celles de l'Union européenne. Ça a suscité un tollé. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. On réfléchissait déjà aux sanctions, comme en fait, on est dans une espèce de bulle et de congrégation des différents pays ou fédérations qui ne réfléchissent qu'au mot sanctions, sanctions, sanctions. Voilà comment eux, ils réagissent. La diplomatie a changé. On n'utilise même plus la diplomatie. Cette expression est en train de disparaître. On parle seulement de sanctions. Donc, c'est que les bâtons dans les mains de certains dirigeants. Alors, donc,
Les voilà qui annoncent dans un communiqué le 15 novembre dernier, annoncé par le ministère de l'Intérieur de ce pays, de la Pologne, que ils vont donc construire, je cite ce ministre, il s'appelle Mariusz Kaminski, Kamensky qui dit l'entreprise que nous devrons mener à bien est un investissement absolument stratégique et prioritaire pour la sécurité de la nation et de ses citoyens. Sécurité, sécurité. Le ministre donc souligne que les contrats correspondants seraient signés d'ici au 15 décembre prochain là, et que les travaux seraient entamés plus tard le mois même, c'est-à-dire toujours en décembre. Les ouvriers donc devraient se les relayer 24 sur 24 en 3 équipes. Donc il y aura une rotation de 3 équipes, 8 fois 4, 8 fois 3, donc c'est-à-dire 8 heures de travail. On relaie une première équipe, 8 heures de travail, on relaie une deuxième équipe. Et le coût de l'ouvrage, ça sera aux alentours de 353 millions d'euros ou alors 407 millions de dollars. On est bien extrêmement loin par rapport à l'estimation américaine des travaux au mur de vis-à-vis du mur, mais bien aimé, avec le Mexique. Alors, on dit aussi que dire encore? Ils espèrent que d'ici le printemps, donc d'ici le printemps 2022, ça sera déjà acté. Quand cette décision, nous sommes seulement en train de relever les paradoxes, hein, selon comment l'intérêt est défendu. Quand la Pologne annonce cela, oh, c'est toute l'Europe qui est émue de compassion, qui trouve que c'est une ingénieuse entreprise, c'est ce qu'il faut faire. On peut imaginer certaines personnes qui sont adeptes de ce genre de choses, comment ça a été leur joie totale. Ils étaient contents, ils étaient heureux. On les entendait à longueur de médias dire que c'est les frontières de l'Europe qui sont menacées. Ce sont les frontières de l'Europe qui sont menacées. La Pologne redevenait... Ah oui, vous allez dire, mais les matinas sont devenus politiques. Dans cette partie, on ne pouvait pas laisser passer, bien aimé. Nous sommes, voilà, il y a parfois aussi l'actualité qui rentre dans nos thématiques. Donc, puisque ça concerne aussi l'accueil de l'étranger, très cher à notre chère Bible et à notre Seigneur, dont mes bien-aimés, alors tous s'en réjouissaient, parce que c'était l'Europe qui était menacée, il fallait protéger l'Europe. On nous avait oublié déjà que récemment, la Pologne avait lâché ce pavé dans la mare en disant que les lois de la Pologne étaient au-dessus. Limite, elle pouvait se soustraire dans certaines circonstances aux lois de l'Union européenne. Maintenant, la Pologne devenait le frais qu'il faut défendre contre une masse envahissante, contre la manipulation des autres États dont je tairai le nom. Mon but n'est pas de savoir qui manipule qui fait quoi. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont au bord d'une frontière et voilà le traitement médiatique qui est fait de cette question-là, mes bien-aimés. Et on a oublié, où ces personnes ont été saisies peut-être d'amnésie, elles ont oublié que il y a quelques années en arrière, lorsque débutaient les travaux de construction du mur américain, c'était un tollé général. Tout le monde s'en offusquait pour montrer, pour jeter du discrédit sur Donald Trump, pour le faire passer pour une personne insensible qui n'avait pas vraiment, comment on dit, un affect. Comment osait-il, comment pouvait-il? Et on filmait à n'en plus finir les migrants qui étaient tassés à la frontière, qui étaient vraiment malmenés, tourmentés par cette administration Trump. Alors, c'était quelque chose qui était diffusé, le mur de la honte, certains l'ont appelé ainsi. Ils sont même allés très loin. On lui a donné enfin un nom, le mur de Trump. Si vous cherchez sur le Wikipédia, vous allez trouver ce que je dis. Ça s'appelle le mur de Trump. Et c'est pas si, quand on sera le mur entre la Pologne et la Biélorussie, on appellera ça le nom du président de la République polonaise. Je n'en sais rien. Mais c'est pour vous dire à quel point on est toujours dans le monde de l'idéologie médiatique, dans deux poids, deux mesures, selon les intérêts. À ce moment-là, c'était le problème de l'Amérique avec les Mexicains. Alors là, il fallait voir le méchant loup qu'il fallait absolument enlever. Il était dangereux, il était quelqu'un de très insensible et tout ça là. Et voilà. Maintenant, quand il s'agit de leurs propres intérêts, et surtout que nous sommes en pleine élection,
en pleine élection et pour satisfaire une sorte de fantasme français d'une manière comme d'une autre. Et je ne sais pas si c'est la majorité même des Français qui pensent ainsi. La question de l'immigration doit toujours refaire surface par tous les moyens. On doit toujours aller la tirer dans un tiroir. Et parce qu'on ne peut pas se prononcer contre, on peut perdre les électeurs. Et déjà, la gauche même s'est appauvrie de presque tous ces électeurs qui pouvaient encore défendre. Même eux, ils sont très silencieux sur cette question-là. Et alors, il ne faut surtout pas dire le contraire, à part frontières, 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 protectionnisme, sécurité, frontières. Voilà les mots qui doivent toujours revenir comme une musique, comme une boucle. Et après 5 ans de mandat, dans d'autres domaines, les gens vont crier, oh, pouvoir d'achat a fait ci. Qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir d'achat? C'est à longueur de journée qu'on vous diffuse les thèmes qui n'ont pas vraiment d'écho dans votre vie. Quand tu te lèves pour aller faire tes courses au supermarché, c'est l'immigration qui t'aide à remplir ton caddie, c'est l'immigration qui t'aide à payer tes factures, c'est l'immigration qui va t'aider à faire ci, à faire ça. Ah, bien aimé, bien aimé. Ne trouvons pas toujours, encore une fois de plus, comprenez bien mon propos, je ne suis d'accord pour aucun mur. Ça, je vous le dis clairement. Oui, ni le mur par rapport à la Pologne, ni le mur par rapport à la frontière entre ce que de notre part a commencé et le Mexique. Aucun, mon avis est catégorique dessus. Cependant, je reconnais que à toutes les frontières, il y a toujours un poste de contrôle. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a toujours du cas par cas dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il y a des personnes qui connaissent véritablement des drames et qui doivent... Donc, le fait d'ériger un mur, c'est-à-dire c'est comme si on devenait sous à tout cri de l'humanité. Donc, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ces concepts de mur. D'un côté comme de l'autre, ce ne sont pas, même à l'époque quand Donald Trump faisait, j'avais de la peine par rapport à cela. Dieu sait aussi les belles choses qu'il a pu faire, mais sur le coup du mur, pour moi, ça me posait problème. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ça me pose problème? 15 milliards de dollars si le montant s'est avéré. Pour faire quoi? On a vu des reportages où ils ont fait les barres de fer en acier. Les barres de fer sont en train d'être sciées. Les enfants viennent même au bord de la frontière jouer à la balançoire. Ils ont réussi à fixer une planche qui bascule un peu. Ils essaient de jouer à la balançoire avec. C'est d'un ridicule quelque part. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les 15 milliards là auraient pu être injectés dans l'économie du Mexique, même annuellement, disons même 1 milliard par an. Pourquoi pas? Pour une tranche de la population extrêmement pauvre, comme forme d'allocation qu'on pourrait leur donner, par exemple, année par année, jusqu'au jour où ça finira aussi par rapport à l'Amérique et tout, le temps de les aider ou de soutenir des projets, afin que ces projets puissent aussi aider autour d'eux, mes bien-aimés. Je ne dis pas forcément qu'il faille quitter son pays, qu'il faille partir. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on est bien, ce n'est pas parce qu'on part qu'on réussit même. Parfois, c'est très difficile, ça se passe même très mal. Ça ne fait plaisir à personne tous les jours à la télé qu'on passe le temps à stigmatiser les étrangers, stigmatiser les immigrés. C'est pas quelque chose, je ne souhaite pas forcément ça à quelqu'un, mais je pense que le tour de chaque nation viendra. Un jour, vous allez entendre aussi dans certaines chaînes nationales des pays que vous avez passé le temps à stigmatiser, eux aussi stigmatiseront vos concitoyens parce qu'il y a toujours le retour de l'ascenseur. Ça, c'est quelque chose qui est une loi totalement naturelle, mais on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, je ne vous le souhaite pas parce que ça fait très mal. Donc, bien aimé, comprendre que au lieu d'investir par exemple les 353 millions environ d'euros ou peut-être 355 selon certains qu'on investit à la frontière de la Pologne et la Biélorussie, on avait quelques milliers de migrants. Pour faire simple, on a quelques milliers de migrants. Alors, d'autres parlent de 4 000, 5 000, peut-être 6 000, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a plus de flux apparemment. Pourquoi ne pas prendre le tiers, je dis même le tiers c'est trop, le 1/5 de cette somme reversé au gouvernement biélorusse et lui demander, bien sûr avec les institutions de contrôle, etc., qu'on repartisse aux migrants qui sont à la frontière comme aide pour un projet. Ceux qui veulent, avec ce montant, retourner dans leur pays, on les fasse retourner. Ceux qui veulent rester en Biélorussie, puisque ce sont eux qui ont accepté, qui viennent, on les installe, on les intègre dans la nation. Et qu'il y ait une partie qui permet justement à la Biélorussie d'embaucher le personnel qui va aider peut-être à mieux contrôler, peut-être ils n'ont pas suffisamment de moyens, etc. Mais bien aimés.
C'est ce qu'on fait avec la Turquie. La Turquie est financée pour pouvoir garder sur son territoire l'immigration. Est-ce qu'elle reverse aussi, est-ce que je n'en sais rien, mais elle garde sur son territoire une bonne partie des personnes qui pourraient venir en Europe et tout. Donc, mais qu'est-ce qu'on va préférer? On va simplement montrer toujours qu'on est orgueilleux, qu'on est rempli de défis, qu'on est puissant, qu'on va traiter ça de cette façon-là, quitte à ruiner la population. Est-ce que la population polonaise avait besoin de cette dépense, puisque ce n'est pas dans votre argent que vous prenez cet argent, c'est l'argent du pays, de l'État, des citoyens, que vous puisez les caisses, à vider totalement les caisses, parce que ça répond à votre orgueil, à votre suprématie, à votre puissance. Non, non, non. Donc vous avez vu que mon approche, elle est très différente. Il faut comprendre cela, mes bien-aimés. Cet argent va à la poubelle. Un mur, c'est quoi par rapport à une vie? Un mur, c'est quoi? Qui vous dit que votre pays sera envahi par, je ne sais pas, une horde de personnes? Renforcez donc les contrôles à la frontière. Recevez les demandes d'asile là-bas, mais de manière correcte. Hébergez-les dans les conditions d'hygiène, dans les conditions vraiment où ils ne sont pas à la belle étoile, ils ne sont pas comme ça en pleine nature, dans les conditions terribles. Oui, plutôt que d'encourager la Pologne à financer le mur. Regardez déjà le sort de ces personnes qui sont sur le territoire. Vous allez dire, ah oui, qu'on va donner comme ça va les encourager encore à venir. Ça va les encourager à revenir parce qu'ils vont savoir que quand ils viennent comme ça, là, on leur donne et tout. Il y a un des candidats qui encourageait le fait de penser aussi à l'origine même de l'immigration. Je trouve que cette idée n'est pas mal. Non pas que toutes les thèses de ce candidat je partage, absolument pas. Mais cette idée est quand même pas mal. Il faudrait regarder aussi quelle est l'origine même de l'immigration. Pourquoi ne pas aider? Déjà mettre dans les différents pays qui sont assez pauvres ou qui peinent à s'en sortir des bons dirigeants. Puisque la bonne gestion des affaires publiques ou des affaires administratives, etc., c'est déjà un pas en avant pour la lutte contre la pauvreté. Si déjà les personnes qui sont éligibles ou les personnes qui sont au poste de responsabilité sont capables de bien gouverner leur pays, il y aura de toutes les manières une vision vers la prospérité. À côté de ça, que même l'aide aussi qui est donnée, elle soit plus contextualisée. Quand je faisais ma thèse en 2000, dans les années 2010 par là, il était question de l'aide au développement dans un des chapitres que nous avions développé, que j'avais développé. Et dans cette recherche, je m'étais rendu compte que l'aide au développement était très mal adaptée au contexte local. C'était aussi une thèse militantiste, entre autres. Elle était très mal adaptée par rapport aux thématiques concernées par l'aide. Imaginez, si vous êtes dans je vais prendre un exemple très simple, vous êtes dans un village où ce qui est important pour le village, c'est peut-être une case de santé, c'est peut-être de l'eau potable, c'est peut-être, on vient mettre une usine qui va produire peut-être des tomates, des tomates de conserve. Prenons un exemple pareil. Vous allez dire, oui, bon, la population peut aussi euh, consommer cela. Mais consommer à quelle échelle? C'est déjà une population très pauvre, donc c'est-à-dire forcément à son petit potager, et que la plupart des personnes vont plutôt acheter la plante même, la tomate et tout. On va dire, oui, l'usine va permettre aux gens d'avoir un peu d'emploi, et ça pourra, ça pourra. L'aide n'était pas adaptée. En général, elle n'est pas adaptée à la demande locale. Il y a dans une ville, peut-être le besoin peut être différent dans une autre ville ou d'un pays à un autre, mes bien-aimés. Donc parfois même, ça ne convient pas. Et surtout aussi, là où c'était encore beaucoup plus défaillant, c'est que très souvent, l'aide au développement était mise en œuvre par des personnes qui étaient étrangères à cette région-là. C'était très souvent par les nationalités des bailleurs de fonds, des personnes qui donnaient. Et j'ai été extrêmement étonnée de constater que c'est l'Amérique, pendant que je faisais justement ces travaux de recherche, c'est l'Amérique qui était le premier financeur de l'aide au développement pour l'Afrique. Je pensais toujours que c'était la France en fait. Mais non, 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 c'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si ça a changé. Peut-être entre-temps ça a changé, mais ça m'étonnerait beaucoup.
Donc, mes bien-aimés, il faut comprendre que si vous voulez lutter contre ça, ne soyez pas vous-même. Vous ne pouvez pas venir prendre en Afrique. Laissez que des dirigeants qui sont loin d'être patriotiques gouvernent les différents pays parce que ça arrange vos affaires et dit que, ah, comme on a pris, comme on a laissé que nos amis soient au pouvoir, on doit maintenant se protéger, on doit leur compliquer la vie, on doit faire ceci, et voilà. Bien aimé, si vous avez un peu d'humanisme, ah, ils s'en défendent, humanistes, humanistes, il faut se dire que si vous ne voulez pas vraiment qu'il y ait un afflux migratoire, revenez en arrière, oui, comme il le suggère. Regardez, étudiez les causes, lancez des commissions. Certains ont même déjà fait des rapports par rapport à cela. Il y a même le fameux rapport Borloo. Je n'ai pas lu, mais j'entends toujours du bien par rapport à ce rapport-là. Donc, je n'ai pas lu. Je ne peux pas vraiment me répondre de ce que je n'ai pas lu. Mais apparemment, ça a quelque chose de très bien pour le développement de certains contrées. Donc, nous devons comprendre qu'il est nécessaire de faire en sorte que ces territoires aient quand même quelques infrastructures. On ne dit pas que ces territoires, d'un coup comme ça, là, vont devenir riches. Il y a beaucoup de mesures qui pourraient aider. Je ne pense pas que c'est parce qu'elles deviendront riches qu'elles seront tellement aussi très, très... Mais il y a quand même un sous-développement qui est chronique. Et ce sous-développement même modifie les comportements des gens. Les gens sont, si tu dis bonjour à quelqu'un, et on s'attend forcément à ce qu'en même temps que tu es en train de dire bonjour, que ta main soit dans la poche pour essayer de donner, il faut toujours donner, donner, donner. C'est la culture de la, mendiacité qui est mise en avant, mes bien-aimés. On transforme les citoyens, des honnêtes citoyens en mendiants, et c'est pas normal. C'est pas normal. Même quand vous venez, vous gagnez des marchés, vous venez encore concurrencer les entreprises locales. Les entreprises locales qui, elles, c'est pas déjà facile, elles contribuent le plus à l'impôt local pour celles qui payent. Hein. Mais vous venez encore lors des différents appels d'offres les concurrencer. Et c'est très souvent la pression que les dirigeants reçoivent pour vous faire plaisir. Ce sont vos entreprises multinationales ou internationales qui sont très souvent plébiscitées dans les marchés importants. Importants. Et ça suppose quoi? Des ressources humaines qui sont encore des ressources humaines qui viennent d'ailleurs, et que ceux qui seront des ressources humaines qui seront recrutées localement, seront que des exécutants et des opérationnels, des personnes qui vont seulement faire ce qu'on leur demande de faire. Il faut voir ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être hypocrite. Beaucoup de personnes ont taxé l'hypocrisie. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut vraiment revoir quelle est la politique. Quelle est la vraie politique qu'on veut avec ce qu'on dit nos amis africains. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'amitié ça. Avec ce qu'on dit que oui, nous aimons l'Afrique, etc. Il faut revoir cela. C'est un gâteau où tout le monde peut avoir sa part. Je ne suis pas dans une coopération. La coopération doit être gagnant-gagnante. Mais en plus, même en Afrique, même si ce n'est pas du 50%, même déjà du 30 ou 40%, ça pourrait faire beaucoup. Ça pourrait faire beaucoup dans plein d'aspects au quotidien. Ça pourrait vraiment aider. Donc, avant de stigmatiser ceux qui ont traversé des territoires, des milliers de kilomètres, qui ont risqué le froid, le soleil, qui ont été souvent même affamés, déplacés, des longs jours sans se doucher, sans se laver, on est confortablement dans nos lieux. Avant de les mépriser, faites attention, faites attention. Il ne faut pas être insensible à la peine. Il ne faut pas être insensible à ces choses-là, mes bien-aimés. Il est possible d'arranger rapidement ce problème plutôt que de frayer les gens et avec des gourous d'un autre genre qui vont venir encore augmenter les peurs pour rien en faisant comme si on voyait déjà une marée humaine qui venait totalement envahir les continents. Il y a beaucoup aussi qui sont partis, on parle très peu d'eux. Des personnes qui sont restées dans certains pays qui étaient dits métropolisés ou bien occidentalisés, mais qui à un moment donné ont décidé de rentrer aussi chez eux. Donc c'est pas comme si quand on y vient, on ne rentre plus jamais chez soi. Il y en a qui décident de rester, c'est devenu leur deuxième patrie et c'est de leur droit. C'est de leur droit. Il y a des Français qu'on retrouve en Afrique qui, de génération en génération. Le père y a été, les enfants y ont été, etc.
Même dans les villages improbables, on s'attend pas à les trouver, on les trouve. Il y a même les Israéliens, j'ai été surprise d'un reportage qu'on avait fait sur les Lubavitch qui étaient là depuis des années, même avant l'indépendance, bien implantés dans certaines contrées, en Afrique noire, subsaharienne, parce qu'ils s'y plaisaient, ils trouvaient, de temps en temps, ils disaient aller en Israël, mais ils trouvaient que leur patrie, hein, c'était plutôt ces lieux-là qui les avaient adoptés. Ne pensez pas que tous les étrangers qui sont ici en France n'aiment pas la France. Vous avez dit que la France, on l'aime, on l'a choisie. D'autres ont même dit où on la quitte. Bon, ce sont eux aussi qui rencontrent, qui sont aussi, voilà. Il ne faut pas seulement dire les choses. Mais une chose est certaine, mes bien-aimés, ne stigmatisez pas ceux qui sont différents de vous. Juste parce que vous voulez gagner quelques électeurs dans votre besace. Et les électeurs aussi voilà, avec des votes qui sont volatiles. Aussi, un jour, c'est du 15% ici. Un autre jour, c'est en quoi que vraiment tous ces chiffres-là ne sont que des chiffres. Donc, bien comprendre que ce n'est pas parce que vous seriez allé vraiment comprendre ce qui s'est passé sur le lieu de ce drame que ça ferait de vous quelqu'un qui ne pourrait pas être éligible à l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce que vous n'auriez pas eu la compassion que pourtant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas témoigné de la compassion que vous auriez tous les électeurs pour vous. Non. Peut-être vous vous trompez. On veut nous faire croire par les médias que la France est profondément raciste. Je ne pense même pas une seconde. Je dis bien, même un iota, je n'y pense pas. Je sais que comme dans tous les pays, et même dans les pays africains, il y a des gens qui sont aussi, il y a aussi le racisme anti-blanc. Je sais que ici en France, il y a des personnes qui ont ce problème-là, mais ce n'est même pas la majorité. Mais les médias en font comme si ce n'est que ça la préoccupation. Quels sont ces sondages-là thématiques? On interroge 1000 personnes. 1000 personnes. Et les 1000 là même, leur sélection, je ne sais pas. On leur donne, on leur dit, vous savez très bien que quand les gens répondent, quand ils sont cachés, ce n'est pas souvent ce qu'ils pensent. Il y avait eu un reportage, nous avions décrypté un reportage qui portait justement sur les chaînes que les gens aimaient voir et aussi les programmes de télévision que les gens aimaient voir. La plupart des gens disaient qu'ils aimaient voir Arte et les documentaires, alors qu'ils mentaient. Ça a encore été bien prouvé qu'ils mentaient. C'était Arte qui remontait. En fait, c'était une projection de l'image qui se présente, de l'image qui pense être, en se disant que je suis quelqu'un qui aime des choses, les documentaires, je ne suis pas là, je ne perds pas mon temps pour les programmes de télé-variété, je ne perds pas mon temps pour les programmes ci, ça et tout, donc je vais jouer à l'intello, puisque qui parle de documentaire parle un peu des choses sérieuses, quoi qu'il y a des documentaires de merde, mais qui parle de documentaire parle aussi des choses, voilà, c'est un peu dans l'imaginaire populaire, mais c'était que du mensonge en fait. Le même sondage encore décousait, puisqu'après, quand on listait un certain nombre de programmes télé, et ces gens-là cochaient, mais ça n'avait rien à voir avec AT. Le documentaire avait permis, enfin, le sondage avait permis à ce moment-là de voir que ce que les gens disent, qu'ils aiment ou qu'ils font, dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. Mais quoi de plus nouveau sur le soleil? Le mensonge a été dès le commencement, dès le début. Il a suffi que le Seigneur crée l'homme et tout ça là pour que Satan rentre en scène. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que ne rentrons pas dans le jeu de la stigmatisation. Certaines personnes sont avides de faire passer certaines lois et ne savent pas par quel moyen le faire et essaient justement de faire en sorte que voilà, la population, on fait croire aux gens que oh là là, si vous ne parlez pas de ces questions-là, vous n'allez pas être élu. Être président de la République, c'est comme si Dieu n'avait pas la main dessus. Tel qu'on nous présente les choses, c'est comme si toutes les cartes étaient jouées par les hommes. C'est un mensonge. C'est le Seigneur qui permet qu'un roi soit, ou une reine soit assis sur un trône. Ce Dieu seul qui a les derniers et qui a la main en toutes choses, mes bien-aimés. Ne l'oublions pas aussi. Donc voilà, c'était des choses comme ça qu'on voulait vous dire, afin que vous compreniez que c'est pas une tâche. L'immigration n'est pas une tâche. Elle est une force. Elle est une force. La plupart même
des personnes qui ont été tellement stigmatisées dans certains pays et dans certains territoires. C'est aux États-Unis que ces personnes ont pu donner tout leur talent et tout ce que le Seigneur leur avait mis. Ça, c'est surtout dans le domaine de la science. On voit, il y a un candidat qui disait que mais, la plupart des personnes qui travaillent à Silicon Valley, par exemple, sont majoritairement issues de l'immigration. Et ce sont les produits que nous récupérons après et qu'on plébiscite ci et là. Je ne veux pas forcément dire, ils pouvaient ne pas aussi être talentueux, mais ça reste des hommes. Parce qu'un homme ne s'évalue pas parce qu'il est talentueux. Donc, et il y a aussi des mesures pernicieuses. C'est-à-dire que, ce ne sont même pas des lois qui sont votées, mais on applique déjà des programmes durs. Je pense ici aux préfectures. Je pense ici à tout ce qui est en rapport avec comment on dit, les démarches administratives liées au séjour des étrangers et même la naturalisation. Rassurez-vous, pour ceux qui sont tellement en train d'imaginer dans leur délire toutes les lois qu'ils pourraient mettre en place pour contrer, pour limiter le regroupement familial. Chacun y va avec sa propre recette de cuisine. Et certains imaginent même les choses qui n'existent plus du tout. On nous parle encore, certains vont nous parler du droit du sol. S'il faut attendre 18 ans pour devenir français et parler du droit du sol, très souvent parler du droit du sol quand tu naissais sur le territoire. Certains pays ont mis à 5 ans. D'autres ont reculé. Donc, il ne faudrait pas vraiment parler de ça comme ça. Au Canada, oui, on peut parler du droit de sol. Tu nais et tu deviens Canadien. Hein? Il ne faut pas imiter les mesures qui sont en place et dire que s'il faut attendre 18 ans pour en devenir, et encore, franchement, je ne pense pas que le sol là, il est très loin. Hein? Il est vraiment très loin. C'est toujours une forme de droit de sol, mais c'est très éloigné quand même. C'est très différé dans le temps. Extrêmement différé dans le temps. Il y a aussi certains quotas même qui sont déjà mis en place. Il y a beaucoup de personnes qui font des demandes, etc. et tout. Et c'est toujours bloqué. Et rencontrant beaucoup de difficultés par rapport à cela. Donc, je veux dire, il y a même des mesures qui sont même déjà mises en place qui n'ont pas attendu ces différents programmes politiques-là. Et à mon profond regret, bien sûr, vous vous en doutez bien. Oui, oui, ce n'est pas des choses que nous pouvons accepter, ce n'est pas des choses qui sont normales. En quoi ceux qui sont sur place, déjà sur le territoire, seraient un danger pour la société? Pourquoi le faire ainsi? Pourquoi le faire de manière sournoise? Pourquoi donner des... Enfin, c'est tout un domaine, je ne veux pas tout braquer l'émission dessus, mais c'était ça, mes bien-aimés, il fallait encore parler de ces choses-là. Pourquoi les migrants veulent simplement aller au Royaume-Uni et ne pas rester ici? Pourquoi ceux de la Pologne, de la Biélorussie veulent simplement aller en Allemagne et ne pas du tout rester en Pologne? Et pourquoi? Donc, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, afin que cela puisse édifier les uns et les autres et que nos chers politiciens, en votant des lois, aient aussi de la compassion et qu'ils se souviennent aussi que être étranger là, parfois c'est pas par choix. Ça peut être par choix et il n'y a pas de souci, mais ça peut aussi être par obligation. Par obligation. Qu'on se retrouvait dans des circonstances où on a dû partir, on a dû venir. Et si, je vais finir dessus, on encourage à l'assimilation. J'avais fait une émission sur l'assimilation et le Seigneur nous avait même donné ça en songe, en prenant l'exemple justement de Ruth, le livre de Ruth, qui est un exemple réussi de l'assimilation. Mais l'assimilation à la manière de Dieu, pas pour adorer les idoles, mais pour adorer le vrai Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors, si on veut réussir dans l'intégration et le concept d'assimilation entre côtes, qui n'est pas le même pour moi en tout cas, c'est justement de faciliter déjà l'accès à ceux qui sont là. Si chaque fois vous leur montrez qu'ils sont toujours que des étrangers, ils ont beau faire 5 ans sur le territoire, ils sont des étrangers. Ils ont beau faire 10 ans, ils restent toujours des étrangers. Certains même 20 ans, des étrangers. 25 ans, toujours des étrangers. Et vous dites que vous avez des bons modèles de réussite d'intégration. L'intégration, c'est quoi finalement alors? Donc vous ne les avez jamais véritablement acceptés. Il faut aussi se poser ce type de questions-là.
Comment traitons-nous l'étranger au fil de son séjour? Aujourd'hui, on parle de la période de stage pour donner, qu'il faut d'abord, la durée du séjour qu'il faut d'abord avoir pour avoir les allocations, que ce soit les allocations familiales sous toutes les formes, les aides au logement, etc. On parle d'une durée où il faut avoir 5 ans déjà sur le territoire, etc. C'est des mesures des prochaines lois qui seront votées. Mais dans les faits, renseignez-vous. Il y a des gens qui attendent toujours, qui mettent beaucoup de temps avant qu'on leur attribue leurs différentes allocations à quoi que ce soit. Les papiers sont donnés, les papiers sont corrects et tout, mais on les fait attendre. Il y a des lois comme ça qu'on vote, mais qui ne disent pas leur nom parce qu'on ne veut pas choquer une certaine sensibilité politique. On veut leur faire croire que ce sont des lois que, voilà, on ne veut pas choquer les gens comme ils ne sont pas concernés par ça. Tu ne sais ces choses que lorsque tu es concerné. Quand tu n'es pas concerné par quelque chose, tu ne peux pas savoir. Mais il y a des remontées de cette nature-là, où des personnes qui avaient tous leurs documents fournis, qui restent longtemps dans l'attente pour avoir ces droits-là. Donc, on va vous dire que oui, parce que les gens viennent en France pour ça, c'est un beau modèle, c'est un ceci. Comme s'ils restaient comme ça, ils n'avaient pas une contribution qu'ils donnaient également à la nation. Bien aimé, il faut aussi tenir compte de toutes ces choses-là. Hein? Donc, réussir pour moi l'intégration, ce serait de tenir compte de ça. Est-ce que tu le vois toujours éternellement comme un étranger? Ou tu as aussi l'impression qu'il aime cette nation-là? C'est bien beau de dire que il faut qu'ils témoignent leur amour pour la France. Encore faut-il que les dirigeants, parce que moi je ne dis pas la France n'est pas un être humain vivant, que les dirigeants aussi en témoignent l'amour qu'ils ont aussi pour l'étranger, reconnaissent à lui qu'il se sent aussi citoyen français. C'est ça la question. C'est vraiment ça. Est-ce que les dirigeants, est-ce que les lois sont telles que cela montre aussi à ce public-là que oui, nous voyons en vous que vous êtes vraiment français. Nous reconnaissons que vous avez l'amour de la France. Par exemple, je cite le cas de la France parce que j'y vis. Après on peut décliner ça en fonction des différents pays. Mais est-ce qu'on voit dans l'exécution, dans la parole médiatique, dans les décisions qui sont prises, qu'il y a l'envie de reconnaître que nous sommes aussi heureux? Si quelqu'un vient chez toi dans ta maison, la personne a, celui qui te reçoit, toi tu es invité, lui il est l'autre. Ton hôte a le visage attaché. C'est à peine s'il te salue. Tu l'entends parler nuit et jour. Comment il a du mal à recevoir les gens chez lui. Comment il n'aime pas quand les gens viennent chez lui. Comment il a peur que les gens qui vont venir chez lui l'étouffent, etc. Combien de temps vas-tu rester là-bas? Combien de temps? Même si tu y restes, mais tu seras tellement dans l'amertume, tellement dans la tristesse, parce que tu restes quelque part où tu es bien conscient que non, mais on n'a pas envie de toi. Donc, vous voyez un peu, l'accueil, c'est pas seulement celui qui arrive, mais cela doit aller dans les deux sens. Il faut accueillir dans les deux sens. Il faut aimer aussi l'étranger qui vient chez toi, devant tes portes. Quel qu'il soit, je dis quel qu'il soit, je refuse, je dis bien absolument, qu'on élève la question documentaire, j'appelle ça les documents. D'aucuns appellent l'identité. Donc, qu'on élève cette question dans la considération de l'autre. S'il a les papiers, alors il mérite d'être considéré. On peut s'émouvoir pour sa mort. S'il n'a pas les papiers, on peut, voilà, c'est une tâche. C'est triste, hein? Merci à vous tous qui nous avez écoutés, bien-aimés. Nous allons prier et rendre l'antenne. Père éternel, nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette émission. Merci de nous avoir conduits. Seigneur, tu rappelles sans cesse au peuple hébreu, souviens-toi que tu étais étranger en Égypte, en invitant l'humanité à bien traiter l'étranger. Bien traiter l'étranger ne signifie pas encourager forcément l'immigration, parce qu'on ne peut pas accueillir au-delà de ses capacités. Mais bien traiter l'étranger, vraiment, Seigneur, c'est ce que tu nous recommandes. Tourne les cœurs des gens dans la stigmatisation. Libère dans les préfectures tous les dossiers des gens qui sont bloqués sciemment.
Libère, Seigneur, au sein de l'administration, toutes les instructions, les demandes. Seigneur, libère, Père. Libère, parce que c'est toi qui donnes après tout. Que vaut l'homme, mon Dieu? L'homme n'est qu'une vapeur. À peine la vapeur se lève et souffle, Seigneur, que finalement, elle s'évapore comme si on n'était plus. Des personnes dont on peut se souvenir, ça ne dure même pas souvent 5 ans. Le souvenir après s'estompe, on ne se rappelle pas. Alors donne-nous de ne pas avoir une grande opinion de nous-mêmes et de notre vie terrestre, qui parle encore de certains dirigeants qui s'aimaient la terreur, qui parlent d'eux encore. On les a tous oubliés. Ou même des hommes qui étaient corrects, on les a tous oubliés. Alors Seigneur, Père, aide-nous. Aide nos dirigeants à ne pas taper toujours sur le plus faible, à ne pas mettre le plus faible toujours devant la barre pour masquer et couvrir nos imperfections. Aide la France, Seigneur, à changer son discours, à changer ses modes d'expression, mon Dieu, mon roi, vis-à-vis de l'immigration. C'est vrai, on est déjà habitué, moi personnellement, ça fait déjà des décennies que je suis ici, c'est un discours qu'on entend, c'est devenu comme le refrain d'une chanson, et on sait très bien qu'à quelle période cela vient toujours. Pour ceux qui sont peut-être nouvellement venus, cela peut les étonner, cela peut les choquer, mais nous qui sommes déjà ici, nous savons que c'est un discours qui revient très fréquemment, selon les échéances politiques. Seigneur, nous te prions, aide-nous. Et Seigneur, console aussi toutes les familles, des personnes qui ont perdu un proche, ci et là. Je parlais de ma propre famille. J'ai pensé aussi, nous avons aussi présenté, Seigneur, ce matin le cas des migrants. Et console-les, Seigneur, pour ceux qui sont dans le désarroi. La preuve, le lendemain, ils ont encore repris leurs embarcations pour essayer encore de traverser. Seigneur, c'est la preuve que rien ne peut arrêter les gens, ni les discours, ni les paroles. Et c'est aussi la preuve qu'il faut traiter ce problème, non pas avec légèreté et au fait des annonces, mais avec l'amour du prochain. Même le plus stupide des dirigeants qui a l'amour du prochain, tu le guides, Seigneur. Alors, Père, nous te prions de t'inviter à la table des élections en France et de faire en sorte que, Seigneur, seule ta volonté soit accomplie. C'est toi qui sais qui sera le futur président de la France bientôt. C'est toi qui connais, Seigneur. Et nous te prions vraiment, Seigneur, que ton choix soit le choix qui va être un choix de paix, le baume dans le cœur, Seigneur, non pas seulement pour les étrangers, mais même pour les Français, pour les citoyens, mais aussi pour ton Église surtout, pour ton Église, Seigneur, afin que les lois qui sont votées soient, Seigneur, nous espérons, abrogées, celles qui ne sont pas conformes à toi, ou alors que cette déferlante-là s'arrête au moins, soit au moins stoppée. Béni sois-tu encore pour toutes tes grâces, protège-nous contre tous nos ennemis, garde-nous dans ta paix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Pardonne-nous nos péchés, Père. Nous sommes des êtres imparfaits. Élève nos cœurs encore vers toi, tous les jours, Seigneur. Merci pour tes bénédictions également. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À vous tous, Shabbat Shalom, pour ceux qui rentrent dans le repos de Dieu, ou alors bon week-end. Que le Seigneur continue de nous garder et de nous inspirer, mes bien-aimés. Lisez votre Bible, fortifiez-vous dans le Seigneur en toute croissance et que Dieu veille, car il veille toujours. À très bientôt. Vous auriez l'après-midi, dès 16h, heure de Paris, bien sûr, c'est même déjà un peu la même heure partout, l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine, Dieu voulant, et éventuellement la sœur Lisa à 17h15 pour l'émission La foi en Jésus-Christ. Quant à moi, vous allez me retrouver dimanche 14h pour le chauffard, si Dieu le veut, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.